Bonjour, bonjour à toutes et tous et un immense merci et bonjour à toi Hervé. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui pour cet entretien. Eh ben, salut, merci Adrien, merci pour l'invitation, avec joie. Super Hervé, tu es notamment formateur en hypnose. Ce que je te propose, le but de ces entretiens étant notamment de nous aider à placer des points de repère, pour le cadrage de la pratique de l'hypnose ou de l'hypnothérapie. On va voir, les mots ont leur importance. Est-ce que pour que nos auditeurs, nos auditrices puissent se faire une idée un petit peu de où tu viens, si jamais tu as eu une vie avant l'hypnose, tu vas pas nous faire tout ton CV, mais quelles sont aujourd'hui peut-être les influences que tu reconnais dans ta pratique aujourd'hui en tant que formateur et en tant qu'accompagnant, en tant que tel? Hmm. Ben, j'ai l'impression que dans notre corporation, on est nombreux à avoir eu des vies avant, ou au moins une. Et pour ma part, je suis venu de deux grands domaines qui m'ont beaucoup porté. C'est le milieu des arts appliqués et le milieu de l'urgence sociale. Donc, j'ai travaillé en tant que concepteur de projets artistiques, graphiques, scénographiés aussi. Et j'ai beaucoup travaillé en tant qu'éducateur spécialisé euh, dans l'urgence sociale, c'est-à-dire avec soit des femmes isolées, soit des hommes, souvent des sans-abri, soit des jeunes aussi euh, assez fragilisés. À l'époque, on appelait ça les jeunes majeurs hors dispositif RMI, s'ils avaient moins de 25 ans. Avec voilà, des grands enjeux liés à l'errance, liés à la psychiatrie, liés à la toxicomanie notamment. Et puis, j'ai eu à passer pas mal d'années en Afrique subsaharienne sur des projets de développement à caractère sociaux et culturel. Donc voilà. Après, qu'est-ce que ça a comme influence? J'aime bien cette question-là, en fait, parce que c'est pas que ça nous définit, mais en même temps, comme nos neurones cérébraux ont besoin de feedback, ils ont besoin de compréhension. Et c'est vrai que à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce que je comprends de ce parcours-là? Je crois que les deux grands mots qui reviennent, c'est la création, mais au sens de l'artisanat ou de l'adaptabilité, au sens de la pièce unique, comme une séance est une séance unique. Euh, et puis l'autre, c'est la relation d'aide, c'est-à-dire savoir s'adapter, se synchroniser, se mettre à l'écoute de quelqu'un qui est dans une représentation du monde vraiment différente de soi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup nourri l'idée que pour moi, accompagner en hypnose dès les débuts a fait complètement sens. Et j'aime bien dire, sans prétention, mais on est, euh, on n'est pas responsable du changement des gens, mais par contre, on a une responsabilité sur le regard qu'on leur porte et d'où on parle en fait. Donc, je pense que ça va aller complètement dans le sens de ton propos, de ces interviews-là sur le cadre. Mais moi, j'aime pas simplement jouer avec ces idées-là, mais j'y crois profondément. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec une œuvre d'art vivante, en fait. Donc, c'est une personne à part entière, singulière. Il n'y aura jamais deux personnes comme elle, ni dans son ADN, ni dans son patrimoine émotionnel et dans son vécu. Et que une œuvre d'art dans le monde, elle n'est pas là pour être aimée, elle est là pour exister et, euh, et peut-être véhiculer des messages, peut-être. Donc je me place plutôt de ce côté-là avec l'héritage de mes anciens métiers. Au beau, et je suis ravi parce que ça m'invite à éclairer ou questionner un angle, que j'avais pas imaginé, en préparant l'entretien. Donc c'est excellent qu'il y ait déjà un petit peu d'impro et d'exploration comme ça spontanée. Hem, je réfléchis un petit peu parce que c'est une question un peu sensible. Hem j'ai l'impression que la pratique de l'hypnose, c'est souvent quelque chose d'un peu réservé, à des sphères sociales qui en ont les moyens. C'est assez cher, en fait, quand même, de faire des séances d'hypnose. C'est pas remboursé, évidemment, normalement, en tout cas. Hem, est-ce que ton engagement social, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à concilier? Est-ce que je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui font des tarifs solidaires, te connaissant, j'imagine que c'est une vocation que tu as gardée importante. Il y avait les Hypnos du cœur, de Pierre-Alain Pérez qui ont
pas mal tourné pendant une période. Je crois que ça s'est un peu arrêté. Hem, ça pourrait presque être un espace politique, le cabinet d'hypnose. Est-ce qu'on ne sert que les bourgeois qui ont les moyens ou est-ce que, non, mais c'est une vraie question, J'espère tu pas. vois? Non, j'espère pas. Bah, c'est une question qui revient souvent dans les échanges entre mes confrères, mes consoeurs, les gens que je connais qui sont formateurs, formatrices ou qui sont simplement des hypnos en pratique, avec ou sans expérience. Quand je supervise, par exemple, je suis assez sensible à la question de pourquoi tu fais, et j'ai trouvé qu'il y avait une grande majorité de personnes autour de moi qui se lancent et qui font des séances gratuites au prétexte que ce sont des personnes qui se lancent. Et je trouve dommage parce qu'il y a eu un énorme investissement de leur part. Ça a été notre cas quand on a démarré, à la fois en temps, en engagement, en énergie, en argent. Et que c'est une manière déjà, je pense, même de faire pourquoi pas un tarif révisé, mais en tout cas un tarif tout de même pour démarrer avec l'idée qu'on est légitime dans ce qu'on fait, même si on n'a pas encore l'expertise, qu'on n'a pas encore l'expérience. Il faudrait débattre sur le mot expertise en tout cas, mais au moins de l'expérience. Et je trouve que c'est se respecter soi. Alors après, je le dis avec mon point de vue, hein, que de commencer avec des tarifs. Et c'est déjà une pose de cadre qui est importante sur voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai investi, voilà ce que je suis capable de te servir, avec mes limites, soit, mais ça a une vraie valeur. Et aujourd'hui, bah, il se trouve que la valeur, on la mesure en temps et on la mesure beaucoup en argent. Et donc voilà, et donc dans le cadre encore, il y a des choses qui peuvent être pointées, c'est-à-dire est-ce que je fais payer par exemple 70, 80, 100 euros et que je prends une personne 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, c'est pas le même cadre non plus. Moi, j'ai un peu tout traversé, hein, c'est-à-dire que comme plein de monde, j'ai testé des trucs, je me suis pris des grosses remises en question par pas mal de gens, par des clients, bien sûr aussi. Mais en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à fixer des prix au départ, comme plein de gens. J'avais démarré il y a 10 ans à 70 euros. Aujourd'hui, pour donner une idée, je suis à 90 la première et 80 les suivantes. Par contre, tous les gens qui me disent, bah voilà, moi j'ai vraiment envie, mais j'ai pas assez de sous, on évalue ensemble. Pendant longtemps, en fait, j'avais vraiment le tarif de base, un tarif réduit, un tarif enfant, par exemple, un tarif couple aussi. Et très vite, je me suis dit, en fait, c'est bien parce que c'est normé, les gens ont des repères, mais il y a vraiment du cas par cas, et dans mes valeurs, c'est important de répondre à cela. Pour le coup, j'ai rencontré plein de clients qui ne pouvaient pas trop. J'ai fait pendant de longues années des séances à prix libre, à l'époque où j'avais des cabinets qui avaient pignon sur rue régulièrement, ce qui est moins le cas depuis 1 an parce que je suis assez nomade. Mais, euh, mais j'ai fait beaucoup de trocs, par exemple, énormément. J'ai échangé contre à manger, une machine à laver, une table de massage, des séances, d'autres choses, d'autres pratiques en échange. Et j'ai toujours trouvé que ça a été presque, je dirais, gagnant-gagnant, d'une part, et aussi des rencontres qui ne prennent pas la même teneur. Peut-être parce qu'on s'enlève la question de l'argent et en même temps, c'est juste une question d'énergie et de temps qu'on partage. En tout cas, il y a toujours l'espace pour avoir des prix solidaires pour les gens qui viennent me voir. Et je trouve que enfin voilà, dans mon fonctionnement, ça paraît assez normal. Et c'est vrai que l'hypnothérapie aujourd'hui, telle que nommée comme ça, parfois il y a des remboursements avec certaines mutuelles et tout, mais c'est pas toujours évident pour les gens. Euh, Moi, ce qui me plaît, c'est de démarrer d'abord une rencontre. Et si les gens sont OK, je leur dis, on regarde après, on s'adaptera. Et je veux qu'ils soient rassurés à l'idée de. Il y a un truc comme ça aussi, Adrien, que j'avais pu relever, tu vois, c'est les gens qui s'arrêtent sans trop expliquer pourquoi. Je me rappelle qu'à une époque, j'avais fait une sorte de corps de texte, un mail type pour dire, bon, ben voilà, je crois comprendre, si je ne me trompe pas, que vous seriez peut-être dans l'envie d'arrêter à cause de l'argent. Si c'est ça, surtout, n'arrêtons pas. Il y a un processus qui a démarré et je vous invite vraiment à me consulter pour qu'on regarde ensemble. Et ça fait du moitié prix ou ça fait des choses qui sont plus adaptables. Mais je trouve que s'arrêter, parce que les gens souvent consultent
ils testent, il y a un beau démarrage parfois, et 2, 3, 4 séances, et ils préfèrent s'arrêter parce que faute de moyens, alors qu'on arrive vraiment au cœur de l'accompagnement. Et là, je pense qu'on a un intérêt, en tout cas, moi, j'ai un intérêt particulier à, à regarder ça, à en discuter avec eux. Ouais. Génial, on plonge un peu, peut-être la première dans le grand bain, c'est excellent du coup, même si ça rentre par des portes, très pragmatiques, mais c'est très bien, peu importe les portes. Tu disais 90 la première est 80, la première est plus longue, ça se justifie comme ça? Oui, elle est souvent plus longue parce que c'est pour moi ce que j'appelle des séances panorama, c'est-à-dire qu'on fait connaissance, on ouvre la carte, on la regarde un peu dans sa globalité, dans tous les recoins des systèmes de la personne, de ses émotions, de ce qu'elle identifie comme besoin nommé, conscient, et puis d'autres qui peuvent surgir. Et parce que ça va être aussi l'occasion justement de poser mon cadre, de donner un peu les forces et les limites de l'accompagnement proposé, parce qu'il peut y avoir déjà de l'entraînement à la transhypnotique. Donc voilà, on va être sur 1 heure et demie de contact et d'échange. Euh, mais il y a aussi là, le symbole de quelque chose de l'engagement. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est dire, bon, on y va et on part sur 3, 4 séances déjà ensemble. Euh, mais voilà, après, c'est adaptable, évidemment. Mm. J'ai, comment dire? Un élément en tête qui me gêne. Alors, je suis totalement d'accord avec le fait que si l'argent est un des leviers d'engagement et de mesure de la valeur important dans notre société aujourd'hui, c'est clair, hein. Pour autant, heureusement, c'est pas le seul. Et dans mon expérience, c'est tout à fait possible d'avoir des clients très engagés, même s'il n'y a pas d'échange pécuniaire. Euh, Là où je suis embêté, c'était sur un aspect très régalien, presque de règles. Et comme on enregistre, j'hésite aussi sur les mots que je m'apprête à employer. J'avais l'impression que l'enjeu des tarifs méritait d'être clairement exposé et que on devrait avoir des typologies. C'est-à-dire que il me semble, encore une fois, j'ai peur de dire une bêtise, que l'ajustement des tarifs en fonction de la situation de la personne ou de ce genre de facteurs qui ne sont pas une catégorie socio-professionnelle, par exemple, de demandeurs d'emploi ou ce genre de choses. Ce qui, en plus, peut être paradoxal, parce que tu as des demandeurs d'emploi qui touchent du chômage très élevé et tu as des gens qui sont dans des Ouais. situations plus précaires. Euh, c'est quelque chose que tu as regardé ou, bon, on considère que, vu les risques potentiels de vérification de ces choses-là, c'est secondaire? Ah non, moi, j'ai jamais vérifié. Je demande pas de papier aux gens. Je suis pas Non, là pour. non, c'est pas dans ce sens-là, hein. C'est de Ouais. dire que, même, tu sais, il y a la règle, nos tarifs doivent être affichés sur notre site, ils doivent C'est être affichés ça. dans notre salle d'attente. Oui. Bon, encore une fois, je sais pas si ce genre de choses sont vraiment vérifiées. Et voilà, de mon point de vue, bah, avant, je fonctionnais un peu comme toi et j'ai un peu réduit la voilure en termes d'ajustement, dans le sens où j'ai l'impression que j'étais un peu en dehors des clous Mm. d'être aussi flexible. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si c'est ce sur quoi on veut passer le plus de temps, mais Non, pour les gens non, qui je nous pense écoutent et pas. pour toi, j'ai l'impression que c'est un peu mon devoir aussi de mettre un éclairage en disant, il me semble que pour les tarifs, normalement, officiellement, on peut en avoir des différents qui ne sont pas à la tête ou à la situation du client, mais qui sont normés, je dirais, en Ouais, fonction de c'est catégories ça. Bah, socio-professionnelles. c'est ce qui nous est demandé légalement et ça peut être contrôlé. Ouais. Et je pense que c'est ce qui m'a contraint, obligé, stimulé à y penser au départ. Euh, maintenant, moi, je voudrais pas que ça tombe dans quelque chose de régalien, complètement pas. J'ai jamais vérifié quoi que ce soit auprès des gens. Et je trouve que l'engagement, il est avant tout humain dans l'aventure de l'alliance humaine et de l'alliance thérapeutique qu'on co-construit, en fait. Donc, c'est pas facile de parler de ça, en fait. Je sais pas pourquoi on a démarré là-dessus, mais ça a une valeur dans le sens où les gens ont besoin de repères. Par exemple, on va parler d'hypnose et d'hypnothérapie. Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots? On va parler donc de service. On est des personnes qui délivrent un service. Ça veut dire que ce service, il a une valeur en temps, il a une valeur en coût, et qu'on doit pouvoir l'afficher, que les gens ont besoin de se repérer là-dedans. Moi, je trouverais dommage que des clients, et c'est mon cas, quand je cherche quelqu'un qui m'accompagne, si je regarde que à la tête, que au site internet, que au tarif, que à l'expérience, enfin, c'est un ensemble de choses qui fait que de toute façon, c'est la qualité relationnelle qui va faire qu'on a envie d'y aller. Et, euh, et en fait, c'est même pas une vraie question pour moi, dans le fond.
Je sais que je travaille parfois en Suisse aussi, où les prix sont pas du tout les mêmes. J'arrive pas du tout, dans mon esprit et dans mes valeurs, à m'aligner à ces tarifs-là parce que je fonctionne avec une culture qui est francophone et qui est française. Et j'essaye, je crois que la seule règle que j'ai suivie réellement, c'est de me dire je m'aligne à mes confrères qui ont une expérience similaire et je m'aligne sur mon territoire au même service dispensé. Au-delà de ça, on s'adapte avec les gens qui sont là. Parfait. Effectivement, je ne sais pas si c'est les éléments les plus importants. On est rentré par là, on est rentré par là. Et mine de rien, c'est vrai que, bah, en plus, tu as raison, dans la culture française, le rapport à l'argent, c'est pas anodin. C'est souvent un peu complexe, donc qu'on le nomme et qu'on l'explore un petit peu me paraît pas inintéressant pour autant. Ça me fait me rendre compte que moi, pour le coup, peut-être que je me suis survendu au début, mais j'ai pas fait évoluer mes tarifs depuis 10 ans. Donc j'ai peut-être un enjeu. Je me rappelle de Laurent Bertin qui disait, voilà, il avait été obligé de changer ses tarifs parce que tu avais des jeunes stagiaires qui s'installaient au même tarif que lui, qui avait 15 ans d'expérience et que du coup, il y avait un enjeu de positionnement. Tu as nommé hypnose, hypnothérapie. Toi, en tant que donc tu es formateur, tu es également praticien. En tant que praticien, tu utilises quelle étiquette? Tu es plutôt hypnotiseur, hypnothérapeute, praticien en hypnose, hypnologue, hypnotiste, et ça va nous permettre de commencer à éclairer, peut-être le regard que tu as sur ta pratique. Qu'est-ce que tu fais, quand tu accompagnes les gens? Euh, alors, l'hypnose, c'est une signature et une marque de fabrique parce qu'il y a du conditionnement culturel. C'est-à-dire que je suis passé par l'école de l'Arche, je suis formateur dans cette école. J'ai eu à apprendre l'hypnose en dehors des sentiers de la pédagogie de cette école. Euh, Maintenant, les gens ont besoin de repères. Moi, mon repère, il a évolué, c'est-à-dire que pendant longtemps, je me définissais comme praticien en hypnose, jusqu'à ce que je me dise, les gens ont besoin aussi d'entendre qu'on est des accompagnants et que notre travail a une valeur thérapeutique, même si c'est un débat et qu'il peut y avoir aussi des questions sur la, la définition du mot thérapeute et comment il est usité en France. Moi, j'ai pas eu de mal pendant plusieurs années à le défendre. Euh, je me sens accompagnant, je me définis comme un thérapeute parce que j'ai aussi d'autres compléments de formation au préalable en psychologie, parce que j'ai pu euh, aussi euh, comprendre à travers mes propres accompagnements, que ce soit les accompagnements psychothérapeutiques, psychanalytiques, etc., qu'il y a non pas une formation établie, mais une compréhension, en tout cas une curiosité aiguisée des enjeux et des rouages de la psyché humaine. J'aime bien ce mot-là. Euh, je ne l'utilise pas en priorité, le mot thérapeute. Je suis accompagnant. Je me définis comme un accompagnant, un accompagnant du changement avec des outils. Et dans ce cas-là, l'hypnose est un outil parmi ceux que j'utilise. Et je dirais même que l'hypnose, ou en tout cas les outils de l'hypnose, pour parler plus clairement, sont pour moi, et je le présente souvent comme ça à des gens qui ne connaissent pas trop, c'est plutôt, les outils d'hypnose sont plutôt un vecteur, un liant dans tout ce que je propose, avec des grilles de lecture, des référentiels qui sont quand même assez croisés, à la fois par la massothérapie, par le massage énergétique, organique, le Chin et Tsang, par des lectures transgénérationnelles, euh, par une approche systémique. Et donc, en fait, tout ça, ce sont juste, non des vérités, mais en tout cas des référentiels. Et ces référentiels permettent de construire un accompagnement qui a une vocation thérapeutique. Et l'hypnose est un moyen, en tout cas les outils et les états hypnotiques sont des moyens pour aller explorer ce changement-là. Moi, je travaille beaucoup en hypnomassage. Euh, je mélange vraiment les approches corporelles, massothérapeutiques, l'approche du mouvement. euh, et les états de conscience modifiés font partie d'un processus, en fait. Donc, ils ne sont pas... ça n'est plus la colonne vertébrale, en fait, de mon travail. Ça n'est plus vraiment uniquement le seul axe qui donne des directions, mais qui permet d'avoir une grille de référence que j'estime aujourd'hui solide, en tout cas qui donne des repères pour pouvoir accompagner la personne et l'aider
à vivre ces changements-là dans des états de conscience modifiés. Génial, ça m'éveille plein de questions et on verra toutes celles que j'aurai l'occasion de te poser, et toi, comment tu vas rebondir. En tout cas, ça apporte déjà des éléments de réponse sur, et probablement que si toi, tu t'es construit une pratique, unique, j'ai rarement entendu des gens me présenter ces différentes grilles de lecture et d'intervention, donc tu as vraiment conçu ça en fonction de tes appétences, tes expériences de vie et tu as construit, j'ai l'impression, une espèce de structure d'accompagnement thérapeutique, dans laquelle l'hypnose, s'inscrit. Hem, heu, j'ai l'impression qu'il y a 2 courants pour les gens qui ont pas, je dirais toutes ces cordes à leur arc. Il y a, un courant où on est vraiment sur de la pratique de l'hypnose, l'expertise et tu parlais d'artisanat, je trouve que le mot est assez chouette. C'est on apprend des techniques, heu, qu'on malaxe d'une certaine manière jusqu'à les maîtriser suffisamment pour être capable de les réaliser avec, le maximum d'excellence. Donc voilà, un artisan de l'hypnose, où ton but, le but de tes je pense à tes stagiaires aussi parce qu'eux, a priori, ils ont plus des approches, je dirais génériques où ils vont faire de l'hypnose avant de Bien mélanger sûr, avec ouais. d'autres choses. Hem Une approche plus, fondée sur l'outil ou l'état, c'est-à-dire le job, c'est de mettre la personne en hypnose et de croiser les doigts pour qu'il y ait une résilience spontanée qui s'y trouve. L'autre extrême étant des approches plus, psychothérapeutiques avec toutes les pincettes qu'on peut mettre parce qu'on sait que le la pratique est protégée, c'est une très bonne chose, mais une pratique d'accompagnement favorisée par l'hypnose. Hem Bon, toi, tu as clairement un peu répondu à cette question avec un positionnement assez unique. Pour les gens qui auraient pas ce bagage ou cette expérience, cette expertise, sur le corps, sur la massothérapie, sur, l'énergétique et cetera, ou on parle même de systémique ou transgénérationnel, les gens que tu formes, tu as l'impression que tu les invites à faire plutôt de l'hypnose artisanale et résilience spontanée ou, et je sais que c'est une question embêtante parce que c'est complexe, tu formes des gens à devenir des accompagnants, qui vont avoir des stratégies thérapeutiques dans lesquelles l'hypnose va s'inscrire. Mmh. Bah, en fait, ça dépend d'où je me place. Parce que si je suis, représentant d'une école d'hypnose qui est, nourrie de quasi 22 ans d'ingénierie pédagogique, je représente une institution. Et dans cette institution, je délivre des outils qui sont des outils, dans la grande famille de l'hypnose à vocation thérapeutique, en tout cas, de l'accompagnement au changement par l'hypnose. Donc on est déjà plutôt de ce côté-là. Ouais, je ne sais pas si c'est ce côté-là, ouais. Donc, pour ceux qui nous écoutent en podcast d'ailleurs sans Parce que l'image, le côté plus, thérapie, stratégie thérapeutique ah oui, complètement. favorisée par l'hypnose. Mais complètement, parce que c'est aussi, respecter, à la fois, les codes, les valeurs et l'ingénierie pédagogique de l'école. À ce moment-là, quand je forme, pour que les gens deviennent des praticiennes ou des praticiens en hypnose et qui passent par cette école, ils ont une commande et l'école propose un service qui est bien ficelé, bien verrouillé, qui est remis en question, régulièrement, qui a une direction pédagogique, qui a une direction de recherche et cetera. Donc elle a intérêt à être respectée puisque c'est un travail de longue haleine avec plein de gens et ça paraît évident. Enfin, je dis ça, c'est un code d'honneur. C'est croire aussi en ces outils-là. Donc ça ne veut pas dire que j'y crois pas. Ça veut dire que je les utilise, je sais les dispenser et les transmettre à des stagiaires qui viennent apprendre l'hypnose avec tous ces rouages dans l'accompagnement thérapeutique. Mais de l'autre côté, je forme aussi des gens sans l'étiquette de cette institution, avec une vision propre une vision propre qui est la mienne sur l'accompagnement hypnotique et corporel, donc que j'appelle hypnose corporelle. Bon, c'est pour mettre des mots et des noms et que les gens se repèrent. C'est une approche psychocorporelle par l'hypnose, par le mouvement et par l'écoute des motricités externes et internes. Et ça, on va y venir un petit peu après si tu veux. Et donc, je n'ai pas du tout le même. Euh, je crois aux deux, mais je ne peux pas, par exemple, défendre et transmettre des outils d'hypnose corporelle quand je suis dans une école que je représente. Maintenant, je sais aussi ce que je dois à ce que je suis comme héritier par rapport à tous ceux qui ont construit l'hypnose moderne aujourd'hui, et que j'ai aussi pu construire mon approche, aussi humble soit-elle, avec des héritages du monde de l'hypnose ericksonienne, du monde de l'hypnose moderne, du monde
des approches psychocorporelles, des thérapies cognitives et comportementales, etc. Mais c'est vrai que quand je travaille solo, j'allais dire, les gens que je forme, on utilise les états de conscience modifiés pour aller vers une écoute profonde des émotions et des besoins sous-jacents qui n'ont pas été conscientisés par le mouvement et donc par les motricités externes et ensuite par les motricités internes dans des transes dites d'abandon. Voilà. Écoute, je savais pas qu'on irait dans cette richesse, donc j'en suis ravi. Hem, j'ai l'impression, et même si le cursus de l'Arche, s'est beaucoup étoffé, que pour transmettre, des compétences d'accompagnement thérapeutique, faire des stratégies thérapeutiques, l'ambition est élevée. Il y a beaucoup d'approches thérapeutiques où c'est plutôt 5 ans, plutôt que 5 semaines, si je caricature. Mhm. Hem et heu, je sais pas, déjà, est-ce que tu portes ce regard? Est-ce que tu trouves que le cursus que tu transmets, il est suffisamment solide et suffisamment étayé et long pour que des gens qui sont en reconversion, qui peut-être ne connaissent rien à la psychologie et cetera, puissent être des praticiens sécures pour eux et pour leurs clients? Hem et du coup, en parallèle, est-ce que ça veut dire que quand tu fais de l'hypnosoma, pour reprendre tes termes, c'est ça ressemble plus à une pratique, d'hypnose pure, dans le sens où il y a moins une stratégie thérapeutique sur plusieurs séances, où tu peux anticiper, faire de la prescription de tâches? Bah, j'imagine que, c'est un peu schizophrénique de séparer les 2, parce que tu as les 2 outils, tu sais tout faire et tu peux probablement rajouter une prescription de tâches à la fin d'une séance d'hypnosoma, mais, tu vois cette différence entre et je trouve que le papier de Cyril Champagne, dans la revue Kern est passionnant à cet égard, d'analyser les fondements, théoriques de la pratique d'Erickson, et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas juste faire de l'hypnose. En fait, il y a une connaissance justement des grands courants, psychologiques, psychothérapeutiques, du constructivisme et cetera, et qui du coup, font que c'est pas juste faire de l'hypnose. Il y a une vraie, ouais, pour le coup, c'était en plus, il était psychiatre, Bien psychothérapeute, un sûr. vrai génie, donc on peut pas se comparer à Erickson, mais je trouve que l'ambition dans un accompagnement, thérapeutique est vraiment grande, avec des moyens de formation qui sont souvent courts, pour faire simple. Et j'ai l'impression qu'il y a d'ailleurs, j'ai interviewé certains de ces gens-là, des Manu Winter, des Antoine Garnier, des Jordan Verrot, qui se rendant compte il peut y avoir une confusion justement avec une psychothérapie un peu sauvage par le biais de l'hypnose où on se forme rapidement, ont plus pris le choix inverse, dans ma compréhension bien sûr, d'être plus sur, voilà, la technique, l'état, et que j'ai l'impression que par l'hypnosoma, tu es plus focus là-dessus, que, de la stratégie thérapeutique. Alors, je sais pas trop Mhm. la question que je te pose derrière, mais je te laisse te débrouiller avec Ouais, ça. il y a pas mal de questions. Déjà, il y a la question de croire en former des gens en peu de temps, en vrai, pour qu'ils soient accompagnants. C'est très sensible. C'est très sensible. Là, je mets plein de fusibles et en même temps, j'assume complètement ce que je propose parce que je sais que ça peut intéresser des gens qui nous écoutent. Mais pour moi, on ne- j'allais dire, on ne naît pas thérapeute, on le devient. C'est pas prétentieux du tout. C'est que, au contraire, je pense qu'il faut beaucoup de temps. Moi, ça fait 10 ans que je pratique et bien sûr qu'il y a des zones d'ombre qui sont maintenant éclairées. Bien sûr, je me suis pris plein de remises en question, de sentiments d'échec ou d'incertitudes prolongées, etc., qui m'ont fait revenir à la théorie, revenir au travail, revenir à l'intervision, revenir à la supervision, euh, re-questionner les choses, en fait. Et c'est nos clients qui nous apprennent souvent plus. Bon, à l'Arche, franchement, puisque la question est posée, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que il y a déjà une proposition avec des techniques qui peut être popularisée et déclinable, avec des outils d'hypnose, des techniques simples. Donc là, on est au bon endroit pour l'autonomie humaine, en tout cas, très simplement, vers des outils d'auto-hypnose applicables et déclinables. Devenir praticien et praticienne, c'est un véritable engagement. Euh, Ça va prendre du temps. Et toi-même, et je sais que ça fait maintenant, peut-être ça fait, je crois, 8 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Euh, alors, quand tu faisais un retour sur ton maître Pratt à l'époque. Et moi, je te voyais. Et je te voyais comme quelqu'un qui avait déjà l'expérience. Parce que tu avais, tu vois, mais c'est vrai, je n'ai aucun intérêt à te flatter. C'est avec beaucoup d'émotion. Je me disais,
OK, les questions que tu te posais, le regard que tu avais, la posture d'homme aussi là-dedans, elle est hyper importante, d'homme ou de femme, en tout cas d'individu. Euh, je, ce qui est intéressant avec le format actuel de cette école, c'est pas juste le cycle 1. Tu ne deviens pas praticien, praticienne en faisant 4 semaines avec des retours. Par contre, le nombre d'heures de travail que ça représente, les retours compris, un cycle 2 complet, des connaissances en psychopatho, en neurosciences, et puis des heures de vol, quelques heures de vol, je veux dire, à un moment donné, au bout de 2, 3 ans, on commence à sortir un petit peu la tête du brouillard et à voir qu'à des endroits, c'est un peu plus clair que d'autres en termes techniques. Mais on ne peut pas rester enfermé dans un seul champ. On est dans le monde de la psychothérapie, en tout cas de la psyché. Moi, j'aime bien faire des demi-blagues sur la question du, du psychothérapeute. Je veux dire, si on prend ça au sens étymologique, c'est la psyché, c'est l'âme, hein, d'accord, en grec. Donc, c'est prendre soin de l'âme des gens. Je veux dire, c'est un peu sorti de son contexte, c'est un peu étrange, mais moi, je crois à ça. Je crois qu'à un moment donné, on est dans une relation d'humain à humain et d'âme à âme, et que c'est à la fois prodigieusement sensible, euh, difficile, impossible, pourquoi pas. Nos grands prédécesseurs l'ont dit, mais, euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut s'appuyer sur alors un maximum, je ne sais pas, mais quelques grilles de référence qu'il nous faut optimiser. Moi, j'ai choisi celle que j'ai citée tout à l'heure. Je tente et je fais au mieux pour qu'elles soient optimales dans ma manière de les comprendre et de pouvoir les imbriquer comme des calques pour voir à travers quelque chose. C'est pas connaître la vérité de l'autre, évidemment, mais c'est l'aider à ce que lui puisse se questionner au bon endroit. Donc, les écoles en général, ça avance bien. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de chemin pour se dire, OK, à quel moment. J'ai eu une cliente il n'y a pas longtemps qui m'a dit à quel moment on devient grand. Alors, c'est une jeune femme, OK, elle a pas 30 ans, mais elle se pose la question dans une grande émotion, à quel moment on devient grand? Et je pourrais utiliser cette métaphore-là pour une école, c'est à quel moment on devient vraiment une grande école? Est-ce que c'est parce qu'on a tout compris, qu'on sait le délivrer? Est-ce qu'on peut s'adresser au plus grand nombre? Moi, je n'ai pas ces réponses-là. Par contre, je sais qu'en tant que formateur, je vais tout faire pour être le plus honnête possible par rapport à ce que j'ai compris de la mission qui est la mienne, aux enjeux qui lui incombent et à ce que je perçois de la personne qui est en face de moi pour pouvoir lui dire, voilà en termes pédagogiques ce que je vois de toi, que tu peux optimiser ou valoriser. Et voilà ce que je perçois aussi qui pourrait présenter une difficulté. Et soit tu t'engages dans le projet et tu prends ça en main, et ça sera plus un travail personnel, soit ça ne sera pas fait et ça prendra peut-être plus de temps, ou alors ça ne se fera pas. Parce qu'on sait que les gens qui sont formés dans les écoles, il y a quand même qu'un faible pourcentage qui, au bout de 3, 4 ans, sont encore installés. C'est une vérité. Et je pense en tout cas, moi, j'ai une sensibilité et un intérêt particulier euh, à ce que ça soit considéré et qu'on progresse. J'allais dire, nous, les écoles, dans ce cas-là, sur ces questions-là, sur l'autonomie. C'est des métiers très différents, mais ce n'est pas le sujet. Euh, Ça va? J'ai répondu à une partie de la question, je crois. C'est Et l'enjeu hypnotiseur, c'est qu'on peut se laisser bercer par le flux des paroles, même si tout ça n'est pas forcément canalisé de manière unique. ah, merci. C'est vrai. Je ne sais pas si je le prends comme un ou comme un. C'est OK. Mais après, sur l'objet et les outils de l'hypnose, tu parlais de résilience spontanée. Et ça nous permettrait de rentrer dans la technique de qu'est-ce qu'on fait quand on utilise les états d'hypnose. Tu citais Jordan, tu citais plein de monde, Antoine, etc. Euh, Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce que je connais pas dans le monde de l'hypnose. Et je m'interroge aussi sur des trucs que je pratique pas. Par exemple, l'hypnose rapide, je pratique pas ou peu. Ça m'a longtemps pas intéressé. Euh, Ce qui m'intéresse dans l'hypnose corporelle, c'est, si tu veux, pour faire assez simple, c'est que si on regarde allez, une grille de référence qu'on a à peu près dans toutes les psychologies modernes, me semble-t-il, c'est ce qu'on appelle la dynamique cognitivo-émotionnelle et comportementale. Il y a des liens ténus, permanents, entre le mindset, les choses conscientes et inconscientes, les émotions, nos subjectivités, nos représentations et les vécus émotionnels.
donc nos productions hormonales et nos réponses physiologiques, et puis bien sûr nos comportements adaptés ou inadéquats. Et ce que j'en comprends aujourd'hui pour le délivrer de manière simple, c'est que si on n'utilise que les psychothérapies ou l'hypnothérapie, on va passer davantage, avec ou sans état d'hypnose, par la psyché, par le monde des représentations cognitives, pour atteindre un cœur qui est plutôt une matière émotionnelle à l'intérieur de laquelle on peut avoir de l'information que la personne peut saisir autrement. Dans les approches psychocorporelles et parfois comportementales, on va d'abord passer par les réponses du corps, les réponses physiologiques, symptomatiques et comportementales, pour un peu comment le corps réagit, interroger ça, et finalement aller vers cette même matière émotionnelle. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en hypnose, en hypnothérapie, par exemple, j'ai l'impression qu'on va plutôt miser sur le mouvement de la psyché, de la flexibilité cognitive à travers la familiarisation émotionnelle. Et on mise sur le fait qu'il y ait du comportement adaptatif, parce qu'il y a une croyance qui a bougé, changé. Et dans l'approche que je propose, qui est aussi héritière de plein d'approches corporelles qui vont bien au-delà de nos frontières françaises, euh, eh bien, on passe par comment le corps répond, on l'accompagne, on l'écoute, on arrive à cet endroit de la matière émotionnelle qui est à rencontrer pour qu'elle devienne une alliée et pas une contrainte et pas un obstacle. Et on mise, et je mise sur le fait qu'une cognition va se mettre en mouvement également. Mais dans les deux cas, c'est en miroir. Ça fonctionne avec ce même rouage de dynamique cognitivo-émotionnelle et comportementale. Et ce qui me semble aujourd'hui, moi j'ai même pas 50 ans, je vais avoir 50 ans cette année, donc j'ai de belles années et j'allais dire décennies devant moi pour mieux comprendre ce que ça veut dire que d'être un accompagnant. Et j'ai hâte d'être un, enfin j'ai hâte, je vais pas être des vieux, mais quand même un peu des fois. J'ai hâte de connaître ce vieux que je vais être quand j'aurai 70, 80 berges, et je m'espère encore vaillant suffisamment pour accompagner des gens et continuer surtout d'avoir la cognition nécessaire pour réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait. Mais aujourd'hui, du peu que j'en comprenne, et ce que j'explore le plus dans mes investigations, c'est que si on passe par la psyché et par les outils de l'hypnothérapie, des psychothérapies modernes et par le corps, bah, ce cœur émotionnel, on a de grandes chances de le rencontrer autrement, mieux, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas différemment, euh, faire en sorte que la personne se familiarise avec. Pour moi, si tu veux, le maître mot dans mes approches en hypnose corporelle et en hypnose, plus classique, plus, plus, plus académique, euh, c'est c'est avant tout qui est rencontre émotionnelle. Si nous, on a créé le cadre, alors je veux dire, je pense que si je suis capable, avec le temps qu'il faut pour la personne, de créer ce cadre-là, qui soit sécure, qui soit sinon galvanisant, au moins qui crée de l'adhésion et de la stimulation vers un changement qui peut faire peur pour la personne. A priori, créer ce cadre de rencontre avec l'émotion plus sourde, plus ancienne, plus profonde, plus en lutte, qui crée plus de lutte. Euh, j'ai créé à ce moment-là quelque chose d'intéressant qui permettra probablement spontanément, comme tu disais, une forme de résilience, en tout cas de retraitement d'une partie de l'information. Et alors de résolution, ça on le saura que plus tard, et c'est la personne qui le vérifiera avec des indicateurs de changement que je propose. Mais de créer cette rencontre-là. Et je trouve que par le corps, ça donne quelque chose, on se perd moins, on se détrompe moins. Hmm. Tu m'évoques, je pense que tu en es familier, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué sur certains podcasts précédents, mais tant pis pour la redite, le travail de Wolinski sur la construction de l'identité. Et en fait, il explique que l'identité Lego, c'est une combinaison d'une false self, false core, false self, c'est une fausse croyance. Souvent, c'est des drivers, je suis pas assez bon, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez beau, je suis pas assez ceci, construit très tôt dans l'enfance, avant même parfois le développement de la cognition et des comportements compensatoires. Je vais me montrer beau, je vais me montrer ceci pour être aimé, pour détromper cette croyance profonde. Et il dit que quand on fait du travail, donc c'est ce que j'en ai retenu de ce que Cyril nous transmet dans les cours d'hypnologie à l'époque, donc avec les pincettes qui vont bien, euh, en se connaissant mieux, avec un travail d'analyse, un travail de compréhension, on peut identifier ces structures qui sont plutôt des racines, il considère qu'on ne peut pas trop les changer. Probablement qu'en les connaissant,
On peut parfois, moins plonger dedans, parfois peut-être, avec plus de douceur. Peut-être que parfois on peut même les faire dérailler. C'est: «Tiens, je suis en train d'activer un mécanisme, je peux choisir d'en activer un autre». Mais là-dedans, on reste conditionné et il nous propose 2 autres axes d'exploration thérapeutique, la transcendance, sans mauvais jeu de mots, hein, en un seul mot. Le dépassement de soi, peut-être les dimensions spirituelles, peut-être même, ouais, je pense à des expériences chamaniques avec ou sans plantes, enfin des choses, voilà, où on se dépasse, ou même la charité d'ailleurs, hein, quand on fait pour d'autres. C'est pour ça que je pense aussi à ta fibre, d'éducateur spécialisé, et l'autre, extrême, c'est le corps. Et que quand tu reviens au corps, justement, tu peux plus facilement sortir du piège de l'ego et du piège de la mentalisation. Mmh, mmh. Là où je serais vraiment curieux de venir faire l'expérience de ce que tu proposes en hypnose corporelle, c'est que j'ai l'impression que l'hypnose, après il y a peut-être 1000 hypnoses, hein, en fonction de la pratique, mais les gens ont souvent une représentation un peu, psychologique de l'hypnose, quand, c'est vrai qu'il y a une dimension de connaissance et d'assouplissement du mental, des pensées et cetera. J'ai l'impression que c'est aussi une pratique, très corporelle, l'hypnose, qui nous renvoie presque à notre animalité parfois, tu vois? Tu désactives ou ouais, tu suggères la désactivation, le ralentissement, l'éloignement de certains processus cognitifs ou certaines habitudes cognitives et il reste quoi? Bah, souvent, il reste un corps qui vit, quoi, et le corps qui vit un peu, libéré de certaines croyances, permet effectivement une forme de réorganisation, plus ou moins spontanée. Donc c'est vrai que je sais pas quoi penser, mais j'ai l'impression que justement, peut-être qu'il y a un axe d'exploration assez chouette et peut-être que ça légitime le fait que l'hypnose, même s'il y a eu des modes, soit encore là depuis 250 ans, alors qu'il y a plein de choses qui sont venues et qui sont passées, qui sont reparties, parce que j'ai l'impression qu'elle est assez intégrative en soi des cognitions, des émotions et du corps et des liens qui unissent tout ça, quoi. Bah, là, tu cites Wolinski et c'est vrai que il y a plein de gens qui ont ouvert des fenêtres comme ça vers des techniques assez simples, ou en tout cas des concepts aussi. Je pense à Gilligan aussi, je pense à des gens qu'on connaît dans le monde de l'hypnose où on se dit quelle est la place du corps, même Rossi, je veux dire, à la limite, moi je suis un grand adepte en fait de l'hypnose naturaliste. Euh, je suis assez admiratif du travail de Rossi pour rester un petit peu dans le monde de l'hypnose, mais même si mes références vont enfin, en dehors de l'hypnose, parce que, il y a une confiance innée avec un présupposé incroyable sur le fait que quelque chose c'est et qu'on peut interroger un symptôme, un mouvement, une émotion, une réponse corporelle comme quelque chose qui est de l'information. C'est fou ce truc-là, c'est complexe, hein. Je veux dire, quand on connaît pas ce monde-là et quand on commence à raconter à un client qui va aller écouter un message comme ça, il y a intérêt voilà, à user de notre plus bel art, qui est le pré-talk, qui est le pré-hypnotique super adapté à la personne, avec conviction mais sans convaincre, avec congruence mais sans impertinence. Et, et je pense que ces maîtres-là, ils avaient vu juste au sens où on pourrait redéfinir l'inconscient de plein de manières. Et moi, avec ma vision encore un peu candide de tout ça, je dois bien le dire, je crois plus en la conscience du corps, je crois plus en la conscience d'un principe de vie. Donc voilà, je mets les pieds dans le plat parce qu'en fait, tu me tends la perche avec cette histoire de Wolinski et de corps et de l'autre côté, la transcendance. Mais je ne pense pas en fait qu'il y ait de grandes différences. Je pense que notre corps est notre plus grand terrain d'exploration et notre seul moyen de mettre du sens dans l'existence, avec sa finitude et avec ses défis. Et là, on n'a rien inventé quand on dit ça, évidemment. Moi, quand je suis sorti de l'école d'hypnose avec ma certification il y a 10 ans, je me suis dit, ce truc est génial, ça me donne le vertige, euh, mais il me manque un truc. Il manque comment le corps, on peut l'écouter encore plus, comment on peut le laisser s'exprimer. Parce que quand on interroge à travers des représentations cognitives, dès que ça passe dans le champ symbolique, dès que ça passe dans l'écoute d'une sensation, on voit bien, on sait, si vous êtes hypno et que nous écoutez, vous savez, on sait tous faire plus ou moins ces choses-là. Et c'est à la fois délicieux et périlleux, mais en tout cas, ça permet de donner du sens à des endroits qui sont en dehors, qui commencent à se décaler des représentations qui sont des représentations
conditionnés et qui sont liés à nos formes langagières. Maintenant, la forme corporelle et le langage corporel ment rarement. On peut le regarder que du côté de la symptomatologie, mais on peut le regarder aussi simplement du côté de rétention, d'extension, de mouvements restreints, de dilatation, de mouvements adaptatifs, de mouvements contraints. Euh, Moi, j'adore en fait juste proposer aux gens qu'ils écoutent un geste. Par exemple, tout à l'heure, j'ai eu une dame en séance et elle dit, il y a un blocage, je ne comprends pas ce qui bloque dans ma vie. Je prends un exemple très simple. Et elle parle comme ça. Moi, avec les outils les plus simples, je passe par le chat de l'aiguille et je lui demande juste de le répéter doucement et de fermer les yeux avec ça. Et parfois, il y a déjà quelque chose non définissable clairement avec des mots qui permet une écoute émotionnelle. Parce qu'elle va pouvoir le refaire avec énormément de douceur ou dans le ralenti ou avec beaucoup de force et même juste rentrer en transe avec ça, c'est possible. Parce qu'elle se met en lien avec quelque chose qui doit être écouté. Après, toutes les autres techniques permettent d'aller remettre du mouvement, de la motricité, beaucoup de sécurité par le mouvement pour aller après vers de la perte de repères. Mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Ce qui nous intéresse, c'est comment, enfin je ne sais pas, je pourrais comprendre ce qui intéresse, c'est comment je présente l'hypnose aujourd'hui, ce que j'en ai compris. On va... On a le luxe de ne pas avoir de destination préétablie dans le GPS. Donc, si on fait un beau voyage, à nouveau, en se laissant un peu porter par les flots, et les routes qui s'ouvrent à nous, c'est très bien. Hem Quand on a discuté un petit peu pour préparer l'entretien et peut-être que ça va permettre de faire un trait d'union, tu disais que tu avais identifié plusieurs cadres, différents, cadres de corporation, cadres de pratique de la séance. Est-ce que tu veux bien peut-être déjà nous présenter ça de manière générale et voir, et ça peut d'ailleurs être, donner du volume à ce que tu nous présentes et à ce travail de recherche que je suis en train de mener. Travail de recherche, un peu prétentieux, mais en tout cas cette exploration, hem entre la pratique plus, celle qui est en droite ligne de l'école pour laquelle tu interviens en tant que formateur et si c'est les mêmes cadres ou s'il y a des différences sur ta pratique d'hypnose corporelle? Hmm. Alors déjà, de manière généraliste, euh, moi j'aime bien m'appuyer sur trois cadres. Il y a le cadre de la corporation. Donc si nous nous présentons, si moi je me présente en tant que accompagnant par, au changement par l'hypnose, praticien en hypnose, hypnologue, peu importe le nom, on est quand même dans la grande même famille et la même corporation. Donc je pense que là, on a un grand intérêt à être au fait de où on en est à la fois dans nos déontologies, éthiques, cadre juridique, champ de compétences, et les limites de ça, et les forces de ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tout intérêt à présenter à nos clients ou à nos receveurs, nos receveuses, euh, quand ils viennent. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on respecte, euh, et comment, quand on bute sur quelque chose aussi, on va demander de l'aide à quelqu'un, un superviseur, un médecin, un psychiatre, que sais-je. Euh, En tout cas, il y a ce grand champ de la corporation. Ensuite, pour moi, il y a un deuxième cadre qui est le cadre de la séance ou de l'accompagnement. Alors, ça serait deux choses un petit peu différentes, on est d'accord. Mais en tout cas, quand je pose le cadre de ce qu'on va pouvoir faire dans une séance et qu'est-ce que permettrait la séance après, c'est un cadre qui s'adosse au cadre de la corporation et évidemment qui est personnalisé au suivi de la personne et à ses besoins. Mais tout ça, je pense que ça ne peut pas bien tenir debout et faire en sorte que, en tout cas pour ma part, que je me sente à ma place avec si possible, très bonne conscience de où sont mes limites et qu'est-ce qui risque de me confronter ou qu'est-ce qui risque de me déstabiliser techniquement, thérapeutiquement, juridiquement, médicalement, émotionnellement aussi. C'est mon cadre personnel. Et je pense qu'on a un intérêt particulier quand je fais de la supervision. C'est des choses que j'aime beaucoup aborder, parfois même en priorité. C'est comment tu es capable de présenter tes trois cadres. Corporation, séance et cadre personnel. Parce qu'il y a des gens dans le cadre personnel, ils ne pourront pas facilement peut-être travailler avec des enfants, ou travailler avec des personnes en fin de vie, des personnes avec des addictions très costauds.
des douleurs chroniques. Alors évidemment, tout dépend du vécu, peut-être parce qu'on a connu, parce qu'on a peur de le connaître, parce que ça renvoie à des choses, mais c'est d'avoir une conscience aussi de qui peut se passer dans les enjeux transférentiels et de savoir que soit ça nous active, on en a conscience et on va mettre les bouchées doubles pour faire un travail vraiment qui soit adapté à la personne qui est là. Euh, je trouve que d'avoir déjà écrit ou d'avoir de meilleurs contours de son cadre personnel, parce qu'il est évolutif évidemment, permettra de mieux poser son cadre à un client aussi. Et dire voilà pourquoi là je ne vous accompagnerai pas. Ou voilà pourquoi là il y aura besoin d'un complément de suivi avec un spécialiste ou des choses comme ça. Euh, et je trouve ça très intéressant de pouvoir le décomposer parce que la question du cadre est souvent floue. Euh, Moi, ça m'a aidé en tout cas. C'est ce qui m'a aidé à y voir plus clair en tant qu'hypno, en tant que hypno dans le cadre d'un accompagnement qui est personnalisé et en tant qu'humain que je ne peux pas détacher de cette hypno-là parce que je suis régi par aussi mon vécu, mes émotions, mes transferts et tout, euh, de mieux les cerner le plus possible. Et, euh, et j'aime bien aussi jouer carte sur table avec mes clients et leur dire voilà ce que je vois, voilà ce que vous me faites comme effet. Hein, je sais pas, enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien travailler aussi avec la conscience de la projection, l'usage de la projection ou de la métaphore projective. Et dire voilà, voilà, quand j'ai quelqu'un comme vous en face de moi, voilà ce que ça me fait. Voilà où je pense que je peux vous accompagner. Voilà où j'aurais peur d'aller. Euh, Ça peut être utile aussi dans les enjeux transférentiels. Génial. J'espère que c'est pas une question trop pratico-pratique, mais on a vu qu'elles avaient tendance à nous ouvrir des fenêtres intéressantes. Donc je me lance un peu. Tu disais, t'as évoqué, je crois, au début de l'entretien, un engagement de trois quatre séances. C'est quelque chose de systématique. Est-ce que tu t'autorises à faire de la séance unique? Alors, je crois présupposer ou projeter sur ta pratique et sur toi une grande souplesse et adaptabilité. Donc j'imagine que voilà, il doit t'arriver parfois de faire de la séance unique ou des accompagnements plus longs. Est-ce que en tout cas, ça fait partie des choses que tu as écrites et que tu as un petit peu normées justement pour gagner en clarté sur ce que tu proposes aussi avec l'expérience. C'est vrai que, en l'occurrence, à l'Arche où on s'est formé ensemble à l'époque, et ça a probablement bougé depuis, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné sur les bancs de cette école-là, il y avait un peu un côté, bon, bah, au doigt mouillé, quoi, entre 3 et 5 séances et on verra. Et ayant fait moi-même une thérapie d'obédience gestaltiste, j'ai trouvé que justement la clarté sur le nombre de séances, où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on s'arrête, entre guillemets, d'ailleurs, parce que c'est pas toujours le cas en gestalt, mais euh, moi qui suis très pour la liberté, j'ai découvert qu'il y avait une sécurité dans le cadre qui était bien tenu, en tout cas qui était connu, incarné et explicité. Euh, Allez, par cette petite porte, toi, le nombre de séances, quel est ton cadre et comment tu peux l'assouplir au besoin? Oui, bah, c'est une très bonne question parce que elle a, elle a, elle a cheminé. En fait, moi, au début, dans ma pratique, j'étais paumé avec ça, hein. Clairement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu au feeling, comme tu disais, au doigt mouillé, 3 et 5. Je disais 3 au tout début, je disais 3. Un pour faire connaissance, découvrir le problème et les enjeux qu'il y a derrière, découvrir l'hypnose, ce qui est déjà une grosse séance. Une deuxième pour aller explorer ça, et une troisième pour affiner et stabiliser. C'est tellement peu pour moi. Quoi, tu règles pas tout en une séance de 45 minutes? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Hergé? Hein? Évidemment que si, je règle. Mais non, c'est tellement peu. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur, c'est-à-dire qu'on a plein de catégories de demandeurs. Moi, de ce que je connais, depuis des années, j'ai quasiment plus du tout ou pas de demandes de gens qui viennent juste pour découvrir ou pour une séance. Peut-être parce que ça s'est aligné dedans, peut-être parce que aussi j'ai posé petit à petit un cadre qui s'est quand même aiguisé. Aujourd'hui, je dis voilà, j'accompagne sur un projet, je vous demande de m'écrire ce que vous voulez. Ok. Euh, voilà, je demande, alors c'est pas une lettre de motivation, mais c'est en tout cas quelques lignes sur ton projet de changement. Ce qui fait que les gens qui m'appellent, quand je leur explique ça, bah, c'est un cadre, hein, donc effectivement, hein, il peut s'assouplir, mais il est critiquable et en même temps, il a une force, c'est que, on parlait de l'engagement tout à l'heure,
bah, ça me permet d'avoir des gens qui disent, bon, OK, là, je me pose et j'écris. J'ai des gens qui vont m'écrire 10 lignes et d'autres 10 pages. Évidemment que ce n'est pas le contenu en tant que tel qui m'intéresse, c'est le rapport que la personne entretient avec elle dans son écriture au départ et qui peut permettre de glaner un petit peu d'éléments à partager pour la première séance. Mais je pars sur 4. Je demande de partir sur 4 et qu'on fait un point arrivé au 4. Excellent et juste le diable gît dans les détails, mais positivement. Donc ça veut dire quelqu'un veut faire, veut lancer un accompagnement, faire une séance, ça peut être un arrêt du tabac, des gestions de certaines émotions, de certaines pensées, peu importe. Elle arrive entre guillemets, j'imagine sur ton site ou elle a ton numéro de téléphone. Il y a d'abord un contact, vocal ou alors, parce que je crois que c'est Jordan qui fait ça, il demande aussi qu'on écrive un mail, donc vous devez vous retrouver à cet endroit-là, où c'est déjà, tu as une espèce de «tunnel» entre guillemets d'engagement où sans avoir eu de prise de contact, il y a déjà cette demande d'une rédaction, et du coup, tu vas nous détailler ça et c'est une fois que tu as reçu l'écrit du projet de changement que là, ensuite, tu lances si tu acceptes de recevoir la personne, j'imagine, si elle est assez engagée, si ça correspond à tes critères de ce sur quoi tu te sens équipé pour travailler, alors ensuite, tu vas lancer l'organisation de 4 rendez-vous Oui, comme une première séquence pour mesurer où la personne se trouve au bout de 4 séances. ouais, tout à fait. Bah, en fait, je ne suis pas un très très bon exemple pour les auditeurs, les auditrices sur la com et sur le. J'ai pas de site internet. Je reçois. Les gens m'écrivent beaucoup par mail. Si c'est le cas, au prime abord, on échange un petit peu par téléphone, ne serait-ce que 5-10 minutes. Des fois, ils appellent, je les rappelle et ils écrivent le mail ensuite. Disons que je ne. Comment je vais dire ça? Le premier rendez-vous n'est pas délivré en fonction de si la personne a rendu sa copie. C'est une proposition que je fais, que la personne passe à l'écrit. C'est une proposition qui est déjà une sorte d'ouverture de carnet thérapeutique qu'elle continuera plus tard, si elle le veut. Et évidemment que si elle fait une séance et puis qu'elle se dit, ben, c'était chouette, mais en fait, c'est pas exactement ce que j'attendais, on s'arrête là. Euh, mais je pose dans mon cadre pour que la personne comprenne pourquoi je propose 4 séances. C'est voilà les grilles de référence que j'ai, voilà les outils que j'utilise, voilà pourquoi les 2 premières sont fondatrices de la suite, parce qu'on va ouvrir la carte et on va les zoomer sur des zones qui sont des questions, des représentations, et qu'on aura besoin d'aller à la rencontre de ces émotions-là. Euh, la première ou les 2 premières sont souvent ce que j'appelle donc des séances panorama. On peut déjà insuffler, j'insuffle déjà pas mal d'outils de l'hypnose. Mais s'il y a besoin d'aller approfondir, on est déjà à la troisième. Donc, quatrième, on stabilise, on voit un petit peu par objectif. Mais ça va donner des gens qui vont venir que 3 fois, d'autres 6, d'autres 12, d'autres 20. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui? Euh, c'est euh, c'est d'explorer ou de permettre à la personne d'aller vers du travail, j'aime pas trop le mot travail, mais en tout cas de l'investigation qui est plus identitaire en fait. Donc j'ai beaucoup moins de demandes sur du comportement ponctuel. Mmh. Et évidemment, on sait que tout ça peut être tout à fait lié dans la plupart des cas, mais euh, c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir déjà travaillé pendant 10 ans avant. Et c'est aussi, je crois, parce qu'on a la chance, en tant que communauté humaine là, de 2024, dans notre pays, d'être un peu plus aguerris aux questions thérapeutiques. Et que les clients qui viennent nous voir, pour certains, euh, sont déjà sur un projet. Ils ont besoin de donner du sens. Ils ont besoin d'aller résoudre des choses qui sont plus des paradoxes, des conflits de valeurs, euh, quelque chose en tout cas de leur part identitaire. Et ça, c'est mon dada. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup faire. Ce qui n'empêche pas après d'aller accompagner des gens ponctuellement ou des enfants, comme je peux le faire sur 2, 3 séances, juste sur un comportement. Euh, mais voilà, le cadre est, on va aller sur un projet. Qu'est-ce qui vous motive dans votre progression en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'individu? Et qu'est-ce que vous repérez d'une émotion qui vous semble complexe pour que je puisse aussi identifier ce qu'on passe que par l'hypnose, par le corps, par des lectures plus systémiques, transgénérationnelles ou autres. Euh, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. C'est rigolo que tu le nommes, c'était un peu ma question de précision que j'avais envie de te poser. Justement, quels sont tes points de repère
pour, si tu les as déjà conscientisés, naviguer entre ces grilles de lecture et plus que grilles de lecture, entre ces approches puisque, encore une fois, peut-être que tel que tu l'as décrit, c'est un peu, comment dire? Séparé de manière plus marquée ou artificielle que ce que ça n'est en réalité. Il y a le côté, une hypnose, hypnothérapie classique et ton hypnose corporelle. Hem, alors je projette des trucs comme, si jamais les gens, te parlent vraiment de sensations dans le corps ou de sensations d'être bloqués, ça donne envie de les faire se lever dans l'hypnose, ce genre de choses. Hem, Comment est-ce que les gens qui te contactent, parce que c'est quand même assez fin, tu vois? Ce côté hypnose, hypnothérapie, hypnose corporelle. J'imagine que la plupart des clients, sont pas vraiment au courant de ce genre de choses, c'est assez spécifique. Heu, ton ton cadre, tes 2 grandes options, elles sont claires de prime abord ou alors tu gardes ça pour toi et tu Non, c'est navigues, clair. Ouais, c'est clair. Dès le début, à la première séance, ou dans le premier échange de mail ou au téléphone, c'est, voilà comment je travaille aussi, et à un moment donné, si tout est OK, on pourra passer par de la mise en mouvement, on pourra passer par des écoutes corporelles différentes, plus profondes, ou on pourra passer par aussi du contact ou de l'autocontact, de l'hypnomassage ou de l'automassage guidé, parce que selon les gens, hein, et selon leur rapport au corps, heu, tout ça, c'est dans le cadre de départ. mmh. Ils savent que alors, pour le coup, ça fait appel d'air. C'est-à-dire que, par exemple, nos spécialisations appellent les clients qui les recherchent aussi. Bah, j'ai des collègues qui sont spécialisés en systémie, bah, quand, voilà, on les oriente vers ça. Je trouve que par rapport à l'approche, des syndromes post-traumatiques et des choses comme ça, le passage par le corps, il est quand même il apporte une autre entrée qui est assez puissante ou en tout cas qui peut donner plus de liberté. Heu, je rentre dans le détail un tout petit peu. Tout à l'heure, je nommais transe d'abandon. C'est pas du tout obligatoire, c'est pas le but, c'est juste un cheminement d'abandon à soi, qu'on pourrait appeler de plein de manières, qui est une forme d'état hypnotique, qui pourrait être de l'hypnose profonde ou que sais-je encore, mais qui est surtout, baisser les armes, arriver en fait à se familiariser avec une émotion. Ça peut prendre plusieurs séances. Hem, c'est rencontre avant tout, rencontre avec une émotion et son retraitement suit. Et on en parle après. Il peut y avoir, si tu veux, une alternance, de beaucoup d'échanges avec, des allers-retours dans des états d'hypnose plus ou moins légers, de la transe partielle, tout ce qu'on peut connaître aussi, qui vont permettre déjà de faire monter un peu l'écume de ce qui a besoin d'être reconnu. Et de là, pour mieux répondre à ta question, il sera plus facile pour moi de décider de par où on passe. Il n'y a pas de: «OK, là, c'est comme ça, donc il faut passer par le corps». Non, non, laissons-le parler, laissons-le s'exprimer, laissons-le aussi ne pas s'exprimer quand il est retenu, quand il est dans ses résistances, dans ses processus dissociatifs, symptomatiques, dans ses rétentions. Et c'est là qu'il y a de l'information. Si tu veux, le maître mot pour moi, notamment par rapport à l'hypnose corporelle, mais aussi par toutes les formes de psychothérapie, qu'on passe par le corps ou la psyché, le leitmotiv, c'est jamais de passage en force. Jamais. Et ça paraît tout bête, mais jamais de passage en force. Toque à la porte de la psyché, on la laisse dérouler ses associations d'idées, ses associations d'émotions. Et par le corps, d'autant plus. D'autant plus. Par contre, quand il y a une alliance thérapeutique, déjà plus stable, plus vivante, plus confiante surtout, je dirais, c'est difficile de donner des chiffres, mais pour donner un repérage, s'il y a hypnose corporelle, ça va arriver rarement avant la troisième séance, quatrième, tu vois. Mmh. On a besoin de défricher le terrain, on a besoin de se comprendre, d'apprendre à se connaître, de créer de l'alliance. Alors, il peut y avoir des techniques simples de lecture, euh, d'aller-retour comme ça, vers l'écoute du corps, vers ses symboliques, vers du mouvement répétitif. Mais mettre debout quelqu'un, commencer à rentrer en contact avec lui, ou lui proposer de s'allonger pour le masser et qu'il continue son process symbolique dans une régression ou autre, euh, ça peut se faire assez vite selon les gens, hein, mais s'il y avait une règle, je dirais que oui, c'est rarement avant la troisième ou quatrième séance. Ça sonne, hyper sensible, ce sujet du toucher, du contact, du toucher et du massage.
effectivement, on peut aller dans des sphères d'intimité, on sait tous les enjeux et heureusement, on vit une époque extraordinaire dans le fait que ces enjeux soient de plus en plus visibles, et nommés, de consentement. C'est à t'écouter, je me dis: «Oui, effectivement, tu as intérêt à ce que les gens, sachent le plus tôt possible et avec le maximum de conscience possible, hem, un des chemins envisageables». Parce qu'on sait que, bah, en hypnose, on peut avoir moins de, au-delà de l'hypnose, dans des situations où on s'en remet à quelqu'un, que c'est une blouse blanche ou quelqu'un qui est une situation de domination, ou de oui, de pouvoir, les gens peuvent accepter des choses, qui en fait, contre lesquelles ils pourraient être, et donc j'imagine que si l'accompagnement amène vers effectivement, quelque chose de l'ordre du contact, corporel, du massage, dans un contexte, émotionnel, heu je suis content de t'entendre ou de projeter sur toi un soin particulier à ce que Mmh. ce choix-là puisse être fait de manière éclairée, Oui. et vraiment avec un consentement éclairé, quoi. Bah oui, et puis tu sais, bon, alors le débat est précieux et il n'est pas vain. Nous, on n'est pas en train de l'ouvrir, mais pour bien donner de donner plus de clarté sur le cadre justement que j'ai proposé dans ces cas-là. Par exemple, déjà, les gens sont au courant que Hervé est hypnothérapeute et massothérapeute, par exemple, si on doit donner des termes comme ça, et que l'hypnomassage est une signature importante dans mon approche. Donc, déjà, je fais l'économie de pas mal de pré-talk et de mise en sécurité parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui savent que, ou qui viennent pour ça. Ensuite, c'est un projet, enfin, c'est-à-dire c'est une étape dans le projet. C'est-à-dire que, par exemple, je vais suivre une personne, je te donne un exemple récent, je suis une personne qui habite dans ma région mais assez loin, je la vois en visio sur 2 fois. Euh, Elle demande du présentiel, on prend rendez-vous en présentiel. On continue avec une hypnose, je dirais, un peu plus formelle, je n'aime pas trop dire ça, mais celle on connaît, toi et moi, et la plupart des gens qui écoutons, dans l'hypnose moderne, avec voilà, de la transe partielle, avec des régressions, des choses comme ça. Et je dis, voilà ce qu'il y a, voilà la matière aujourd'hui. Voilà ce que tu as rencontré, voilà l'émotion qui a l'air d'appeler, de frapper à la porte. Voilà moi comment j'aime proposer les choses. Soit on peut continuer, je laisse du choix, tu vois, mais je vais lui donner ma préconisation. Ma préconisation, c'est la prochaine fois que tu viens en présentiel, on passe en hypnomassage, on va aller écouter au niveau organique, au niveau viscéral, on va, on passe en hypnomassage. Si tu préfères en autocontact, tu gères, je te guide. Et la personne est avertie, et évidemment que c'est du consentement mutuel. Et puis, il y a un autre truc que j'ai envie de dire là, parce que c'est une sphère publique, du coup, c'est que je fais pas de l'hypnomassage après avoir mis la personne en transe, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est tout bête comme truc, mais Non, mais c'est important, ouais. c'est un discute. On a ouvert quelque chose de cette anamnèse, ou en tout cas d'un point sur le bord de la route de l'accompagnement. Et je dis, voilà, on va démarrer et on va passer par telle ou telle technique. Euh, et puis, il y a un cadre pour ça. Le cadre, il est aussi dans l'environnement. C'est-à-dire comment tu reçois les gens. Avec une table de massage, pas de table de massage, enfin, tu fais pas ça sur le lit sur le canapé du studio, quoi, tu vois. Après, ça peut arriver, mais bon. Mais non, blague à part, tout ça fait complètement partie du cadre et de mon identité de praticien et thérapeute dans ce que je défends dans les possibilités d'accompagnement. Euh, voilà, ouais. Super. Le temps file comme bien souvent, quand on est dans des sujets riches et passionnants. Comme on se rapproche de la fin de notre entretien, j'ai deux axes de questionnement ou d'exploration. Le premier, c'est, aujourd'hui, si jamais tu avais tu as donné pas mal des pépites et des recommandations, mais des choses que tu aurais aimé entendre ou qui t'auraient aidé, qui t'auraient peut-être, permis d'être plus efficace, de gagner du temps. Je sais pas si c'est ça l'ambition, mais en tout cas d'améliorer ton chemin de construction de ton identité d'accompagnant, voilà, pour des gens qui sont soit de jeunes praticiens, praticiennes, des gens qui sont en train de se former ou qui y réfléchissent, voilà, si tu as 1 ou 2 pépites ou des choses qui te paraissent importantes et je te donne l'autre comme ça, ton cerveau a le temps de bien se préparer. Si jamais il y avait un thème Ça va. ou une question que tu aurais aimé que je te pose ou qui t'aurait paru important qu'on aborde et qu'on n'ait pas fait, qu'on finisse l'entretien sur un espace de liberté vraiment important, où tu puisses rajouter s'il y a des choses à rajouter ou à compléter. Ouais, bah merci Adrien. C'est déjà très libre, hein.
Merci pour le format et la proposition en tout cas. Euh, des tips, des pépites. Pépites, je sais pas, c'est un peu, j'oserais pas dire ça. Des tips ou en tout cas, oui, des choses que j'aurais aimé. Hmm. Ben, tu veux dire pour des gens qui s'installent ou qui veulent s'investir un peu plus en tant qu'accompagnant. Ça, et à vrai dire, je suis pas fermé. J'imagine qu'il y a même des gens qui ont 3, 5, 10, peut-être même plus d'expérience, et qui nous écoutent. Et probablement que, justement, par ton chemin de vie et ton travail, tes explorations, il y a des choses qui pourraient être utiles même à des gens qui ont plus de bouteilles. Bah oui, bah oui. Bah, je le souhaite et écoute, c'est un peu tout ce qu'on a dit là. Enfin, si je résume, pour moi, il y a deux choses. D'abord, il y a quelque chose de très personnel qui semble évident, mais qu'il est, je pense, bon de rappeler. Non pas le marteler, mais le soumettre comme une invitation, et non une injonction, mais une invitation vraiment précieuse. C'est, c'est, le mot est un peu galvaudé, l'expression est galvaudée, mais on va la garder. Je vais la garder. C'est vraiment de prendre soin de soi, mais vraiment. C'est-à-dire que physiquement, psychologiquement, émotionnellement, dans son environnement, dans ses choix de vie, euh, sans exigence, c'est-à-dire en étant gentil avec soi, parce que des fois, on n'y arrive pas. Si ça se transforme en il faut, ça devient des exercices, ça devient des objectifs à atteindre qui ne sont pas atteignables, justement. Moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est je crois, être non pas à la meilleure place, mais à une place qui soit le plus possible adéquate, adaptée aux personnes que j'ai en face de moi. Et évidemment que tout ça peut se remettre en question de plein de manières, mais d'essayer d'être... C'est tellement précieux de trouver cette justesse si subjective dans une relation qui se co-construit entre deux êtres quand on travaille aux côtés de quelqu'un. Et je dis aux gens, je suis avec vous, je ne suis pas là pour vous. Je suis gardien de quelque chose qui est votre œuvre, en fait. En fait, euh, prendre soin de soi, ça va être, pour moi, avec mon expérience, c'est pas trop de prendre de séances dans la journée. Euh, Garder des espaces pour prendre des notes, pour respirer, pour tout bêtement se faire son petit rituel, ou en tout cas avoir de l'espace. Je trouve que c'est extrêmement précieux. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, mais pas au sens dogmatique, sociétal, mais au sens de j'apprends vraiment à l'écouter. Entre deux séances, je mets ma main sur mon ventre, j'écoute, je respire. Qu'est-ce que ça m'a provoqué des choses qui s'est passé dans cette séance? Comment je fais un petit reset de ça sans le fuir, mais dans l'accueil. Et puis, davantage, prendre soin de soi, c'est se faire accompagner soi-même. Et punaise, de ne pas attendre qu'il y ait le feu, quoi. De ne pas attendre qu'il y ait le feu. On doit être très bien chaussé en tant que cordonnier. Il nous faut des bonnes semelles pour arpenter les sentiers de la thérapie parce que Mazette, c'est quand même pas simple. Et c'est stimulant, c'est redoutable de stimulation, de recadrage permanent. Donc c'est de l'inconnu à chaque fois. Moi, il n'y a aucune prétention de ma part. Et au contraire, beaucoup de sincérité dans ce que je partage là. Bon, j'ai traversé des périodes de vie là, là c'est pas ces dernières années, mais à un moment, il y a eu une couple de vie, d'années de vie comme ça où j'avais une équipe. Hein. J'avais une équipe. Hein. J'avais trois thérapeutes, une pour l'énergétique et le corporel, une pour la partie psychothérapeutique et une pour la partie hypnothérapeutique, et encore que la kinésiologie, la gestalt, les approches psychanalytiques, enfin peu importe, mais trouver une alliance avec quelqu'un et de faire, de se laisser aller à un travail de fond qui peut être vraiment merveilleux et qui, de toute façon, ne peut que nous aider en tant qu'être humain et ne peut être qu'un magnifique cadeau qu'on fait à nos clients aussi pour être un peu plus alignés et à notre place la plus humble et en même temps audacieuse. Ouais, il faut un peu d'audace pour accompagner les gens, je trouve. Alors ça, c'est ça, prendre soin de soi. Et puis j'ai envie de dire, peut-être par la première petite porte qui est l'hypnose corporelle, ce que j'appelais tout à l'heure le chat de l'aiguille, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre à regarder nos
clients, partenaires, je les appelle souvent des partenaires, à regarder nos partenaires demandeurs euh, s'exprimer plus que de les écouter. Parce qu'en fait, on a énormément d'informations. Donc, on le sait hein, avec des outils, des patterns d'hypnose conversationnelle, de modélisation symbolique, avec des outils à la Gilligan, avec des outils à la Rossi, etc. On peut faire plein de choses en s'inspirant de nos prédécesseurs et des gens qui sont sur le terrain actuellement. Euh, mais je trouve que être un contemplatif de la nature humaine, quand on regarde et pour pas se laisser déjouer, mais jouer juste à reconnaître quelqu'un dans son vivant, en le regardant bouger et en regardant comment ça s'exprime à la surface de cet être humain, je trouve que parfois, il y a beaucoup plus de vérité que d'aller ouvrir et fouiller dans les concepts et dans les mots. Les deux sont importants et se rejoignent. Mais regardons nos gens bouger et laissons-les s'exprimer, parfois rejouer des gestes, et comme on a pu le faire dans certaines thérapies aussi, d'aller mimer leurs forces, leurs problèmes. Mais même sans jouer au mime, en fait, tout est déjà là. Il y a déjà énormément d'informations. C'est être un contemplatif de nos clients, comme bah, je disais en début j'allais dire de webinaire, en début d'interview, regarder, contempler l'œuvre d'art, en fait. Et juste, voilà, tu sais, on fait ça, on reformule, on voit une croyance, on la reformule. Il y a un geste, il y a une émotion, on reformule. Je crois que la dernière chose, et je voudrais alors terminer là-dessus, c'est s'il y avait un geste que j'aime beaucoup, qui pour moi est au cœur de notre métier, c'est vraiment celui-ci. Ça passe par moi, mais ça n'est pas à moi, ça passe par mon filtre. Par contre, je te le rends et je regarde l'effet que ça te fait quand tu l'as vraiment en face de toi ou avec toi. Et c'est une belle métaphore, je trouve. Ah, je suis touché, un peu ému, je sais pas trop pourquoi, peut-être, déjà de la joie de ce moment partagé. Ça fait longtemps qu'on se connaît et puis, voilà, comme, la vie et avec ses enjeux, qu'on a plein de choses à faire chacun de nos côtés, pas toujours évident de garder le contact et donc voilà, je, découvre aussi que ces interviews sont l'occasion de passer des moments précieux avec des gens que j'estime, donc c'est, vraiment un grand plaisir. Hem Je suis aussi très content de t'avoir sollicité dans le sens où, je trouve que tu as à la fois une casquette, voilà, de formateur pour une école, qui a pignon sur rue et puis une approche, qui est aussi très très personnelle, très humaine, animale, corporelle donc c'était vraiment, très chouette et très inspirant. Merci pour tout ça. J'ai l'impression qu'on a fait un joli tour de piste, je te réouvre quand même la porte au cas où, puis après on se dit au revoir et on fait les salutations d'usage à nos auditeurs, auditrices de liker, partager, commenter, tout ça. N'hésitez pas à nous interpeller. Vous avez vu avec Hervé, on est assez passionnés. Ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a un dernier élément où tu te dis: «Tiens, ça, j'aurais aimé qu'on en parle» ou il aurait pu me poser cette question-là, Ah, alors j'ai pas d'idée là qui me vient. Spontanément, ce qui me vient, c'est une sorte de ok, c'est venu comme ça. C'est comme si l'idée qui me vient, ça serait de rassembler déjà tous les gens que tu as interviewés et pourquoi pas d'autres, et sans prétention, sans rentrer dans les théories ou dans les présentations personnelles, que chacun, tu sais, une sorte de patchwork où chacun propose une mini-expérience de 10 minutes, 5 minutes, et qu'on crée une espèce d'œuvre comme ça. Où chacun vient donner, allez, moi je vous propose ça, j'ai appris ça, tiens, rentrer en transe de cette manière-là. Alors peut-être pas tout le monde, parce que ça fera un peu long, mais d'avoir un format un peu, quelque chose qui soit créatif et transmissible, ça peut être chouette. C'est ce qui me vient, c'est une suggestion, ça vaut ce que ça vaut. J'adore, suffisamment, inattendu pour être, d'autant plus, inspirant, je dirais. En tout cas, c'est vrai que, je crois que je fais une quinzaine d'entretiens à peu près, publiés. Il faut que je vérifie, peu importe, mais, je commence à sentir effectivement une espèce de point d'inflexion, de me dire: «Tiens, c'est vrai que c'est un peu patchwork parce que les gens sont différents, donc il y a des cadres différents, il y a des points d'éclairage différents» et le but, c'est justement de manœuvrer, naviguer cette richesse, cette complexité et moi, mon intention ultime, c'est effectivement, sans tout simplifier, parce qu'on ne peut pas tout rassembler, mais en tout cas de pouvoir, voilà, des points de repère et des points qu'on a en commun et au contraire des espaces de divergence pour effectivement aider les gens qui nous écoutent et ça vaut pour moi, en fait. Je crois qu'in fine, c'est beaucoup pour moi que j'ai fait ça au début, je m'en rends compte maintenant, pouvoir
penser et décider, poser, mon propre cadre, nos propres cadres, qui soient effectivement alignés, incarnés, le mieux connus pour justement que notre pratique soit la plus efficace et la plus, sécurisée pour nous et nos partenaires. C'est un terme que j'utilise parfois aussi donc Mmh mh. heu, je je saisis ta suggestion, j'imagine qu'il y a plein de trucs chouettes à inventer, ouais. Oui, bien sûr, ouais. Après, c'est pas le propos que tu apportes et moi, je te remercie déjà pour ça parce que, de découvrir un peu plus les singularités de chacun, les évolutions de chacun, les croyances, les postulats de chacun et nos pratiques, ça peut être qu'apprenant. Moi, je je pense que, si on reprend justement l'étymologie du mot débattre, c'est d'arrêter de se battre et de dire: «OK, on en discute et on a le droit de pas être d'accord» et je suis heureux qu'il y ait plein de points de vue différents sur les termes, sur les pratiques. Mais ce pourquoi on ne doit jamais déroger, quels que soient les styles, les pratiques, les influences, c'est, notre éthique et j'allais dire, nos 3 cadres: corporation, client et perso. Merci beaucoup Adrien, c'était chouette. Merci du fond du cœur, à toi bien sûr, à toutes celles et ceux qui nous ont regardés ou écoutés. Vous êtes les bienvenus pour nous solliciter, n'hésitez pas à nous questionner, à commenter. Je crois que si jamais il y a des points qui méritent des explorations ou des clarifications, Hervé et moi serons ravis de pouvoir, continuer l'échange Avec joie, bien sûr. et je mettrai évidemment toutes les infos concernant ton travail et ravi d'avoir, eu ce moment privilégié en ta compagnie et je te dis, à très bientôt j'espère. À très vite, j'espère en vrai. Merci Adrien. Salut à toutes et tous. Au revoir.